Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ne pas être déprimé aujourd'hui, il faut avoir une sacrée dose d'optimisme, parce que chaque jour apporte son événement incompréhensible. Voilà. On est dans le domaine de l'incompréhensible. Moi, je vois tous les amis que je rencontre, avec lesquels je discute, n'ont qu'un mot: c'est fou. C'est pas suffisant, parce que derrière, il y a quand même des mécanismes que l'on devrait s'efforcer de décoder, d'analyser. Cette espèce d'apparence de folie, elle a derrière elle tout un appareil idéologique, politique, qui est à l'œuvre depuis des années et des années, et qui converge vers un but, nous faire perdre toute liberté, nous faire perdre toute souveraineté, nous faire perdre toute identité, quoi. On est dans une espèce d'asservissement au système qui est absolu. On est hypnotiquement médiatique. On est dans la répétitivité des formules. Il n'y a plus aucune liberté de penser, quoi. C'est un monde qui devient de plus en plus coercitif, parce qu'il est complètement dominé par la finance internationale, qui est partout, dans les laboratoires, dans les banques, dans les télés, enfin bon. C'est la raison pour laquelle on a un mal fou à expliquer ce qui se cache derrière l'apparence des faits. Un événement, là encore, d'une lecture apparemment facile, devient maintenant d'une lecture extraordinairement compliquée. C'est le lynchage de la petite Samara à Montpellier au sortir de son lycée Arthur Rimbaud. Ils ont de beaux noms de poètes, nos lycéens, bien que la poésie n'y soit plus, ne s'y trouve plus. Au sortir du lycée, elle a été rouée de coups, saccagée, au point qu'elle est entrée dans le coma. Fort heureusement, elle a pu en sortir. Elle a fait une hémorragie cérébrale et elle a été bien évidemment hospitalisée au CHU de Montpellier. Quand on écoute sa mère, et je crois aussi la grand-mère, mais quand on écoute sa mère, dans un premier temps, et c'est là où ça devient compliqué, et où je vous demande de m'aider à lire entre les lignes troubles. Si on écoute la mère, d'abord, la jeune fille qui a initié ces violences, elles sont au nombre de 3, bien qu'il y aurait eu pour commettre le carnage une vingtaine ou une trentaine d'agresseurs, d'individus, disons pas d'agresseurs, de jeunes, selon le témoignage de la mère, une jeune fille, déjà une lycéenne, se serait signalée 1 an avant par des violences qui lui auraient valu d'être exclue du collège. Vous vous rendez compte de la sanction? 2 jours. 2 jours, oui. Puis réintégrée, c'est-à-dire réinstallée aux côtés de sa victime, en quelque sorte, qui de nouveau a dû subir la présence menaçante, violente, harcelante de cette jeune fille que l'on va qualifier de méchante, pour employer un terme du temps des écoles d'autrefois. Et puis, voilà que la même jeune fille qui avait accusé Samara de plein de fautes, de plein d'horreurs, est repassée à l'attaque, et cette fois-ci, Samara s'est retrouvée à l'hôpital. Ce sont les faits. Ce qu'on en sait en ce qui concerne les motivations, et je suis très prudent parce que, bien évidemment, personne n'a accès pour l'instant aux éléments du dossier, ce qu'on sait des motivations de la jeune fille encadrée par 2 autres lycéennes,
c'est que la raison de ce harcèlement, de cette violence, tiendrait en quelque sorte à une question entre guillemets religieuse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas l'orchestre des obsédés, certes critiquables, de l'islam. Non, c'est la mère de Samara, qui elle-même parle du fait qu'on lui reprochait à sa fille de s'habiller à l'européenne. Rien que cette phrase, on comprend tout le sens qu'elle a, tout le sens qu'elle porte. On lui aurait reproché, je mets de la prudence maintenant dans les termes de la mère, on lui aurait reproché de s'habiller à l'européenne, de ne pas porter le voile. C'est la mère qui le dit. On l'a entendu, je crois, sur BFM ou sur RMC. Enfin, elle l'a dit, c'est dans les articles de presse, c'est documenté. Bon, on l'aurait traité, sa fille, de mécréante, aussi de couffard. On lui aurait reproché de s'être teint les cheveux en rouge, ou en rouge, je ne sais plus. Bon, tous ces éléments à connotation religieuse, ils ne viennent pas de la presse, de l'extrême droite, ils viennent de la mère. Or, après qu'elle a dit tout cela, véhémentement, fermement, répétitivement, sans qu'on lui demande de le dire du reste, sans qu'on cherche à le lui faire dire, la mère, chez Hanouna, qui pour une fois n'était pas en commission d'enquête, a fait une déclaration dans laquelle elle dit que sa fille respecte la religion musulmane, qu'elle pratique les prières, qu'elle fait le ramadan, ce qui est bien, ce qui est son droit le plus absolu et fait sur lesquels on n'a rien à dire. Hein. Chacun pratique sa religion comme il le veut. Le chrétien fait le carême, le musulman fait le ramadan. Le tout, c'est qu'on foute la paix aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens et à tous les autres. Hein. Bon. Et la mère a lu sur son téléphone un texte dans lequel elle mettait en cause l'extrême droite qui aurait instrumentalisé ou qui a instrumentalisé le drame de sa fille. Mais tout de même, là, c'est là où je me pose des questions. Voilà. C'est là où je me pose des questions. Pourquoi avoir, dans un premier temps, dit ce qu'elle a dit, si après elle doit, devant les caméras d'Hanouna, lire un texte rédigé, faisant en quelque sorte amende honorable? Je me pose la question, voilà. Et j'attends avec impatience que l'enquête évolue. RTL a fait un article dans lequel l'agression de Samara à Montpellier, le mobile religieux de moins en moins crédible. Mais alors, si le mobile religieux est de moins en moins crédible, pourquoi la mère a-t-elle éprouvé le besoin de dire ces vérités? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, une mère, une grand-mère, porte des vérités, des accusations, chacun les entend, chacun les écoute. La ministre de l'Éducation nationale va même déclencher une enquête dite rapide. Pourquoi ce revirement? Voilà, je vous pose la question, je me pose la question, et je vous dis que je ne sais pas, que je ne sais plus, et que je suis de plus en plus inquiet. Les faits, ils sont simples. 1 an avant, la jeune fille, elle a été menaçante, elle a été agressive. On connaît son profil, on connaît son visage, on connaît son environnement, l'enquête va le démontrer. La mère est alertée par le professeur principal qu'il ne faudrait pas que sa fille Samara sorte. La mère appelle l'établissement alors que le professeur principal, entre nous, aurait pu alerter l'établissement. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Le coup de fil de la mère n'est pas suivi des faits. Et la petite Samara va sortir attendue par ses agresseurs. Où on est, dans quel environnement délirant on se trouve?
Il y a plein de questions qui sont sans réponse et qui angoissent. Les propos de la mère, dans un premier temps, spontanés, naturels, son revirement après chez Hanouna, l'attitude du professeur principal, l'attitude du collège. Mais il y a la réalité. La réalité, c'est qu'une gamine de 13 ans ou de 14 ans s'est retrouvée dans le coma. Et au même moment, quasiment, à Essonne, un collégien a été massacré à la sortie des classes, son pronostic vital étant engagé. Là, on n'a pas encore les mobiles à l'instant où je vous parle de cette terrible agression. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Il a 15 ans, ce gamin, cet adolescent. Le maire de Viry-Châtillon se dit choqué par cette ultra-violence. Choqué par cette ultra-violence. Cette violence, elle existe depuis des années et des années. Il ne faut pas faire semblant d'être abasourdi par l'agression de ce malheureux lycéen. C'est quand même répétitif, récurrent. Le gosse sortait de son cours de musique, il était 16 heures. Et quelques minutes plus tard, il a été agressé à 150 mètres, vous vous rendez compte, du lycée, par 3 ou 4 personnes qui l'ont roué de coups, qui l'ont massacré. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? La vérité, c'est qu'on a laissé une violence terrifiante s'installer. Je me rappelle, et je ne voudrais pas commettre d'erreur, qu'il fut un temps où un ancien policier devait être surveillant général ou employer un poste équivalent dans un lycée ou dans un collège. Et le corps enseignant s'était, rappelez-vous, révolté qu'on puisse faire entrer un policier dans une école, dans un lycée, dans un collège. Et maintenant, on en est quasiment à créer une force d'intervention. Elle ne porte pas ce nom, évidemment, d'intervention dans les collèges et dans les lycées. On ne veut pas voir à quel point la violence, qui est un phénomène, hélas, inhérent à l'homme, a toujours existé, mais a toujours été contrôlée. Et là, on assiste à un moment terrifiant de notre histoire où, en dehors des cadres de guerre, de révolution, une violence d'une nature angoissante, soudaine, impitoyable, est venue vivre en marge de nos vies. On la côtoie, elle est là. Et personne ne veut lui donner le véritable nom, à savoir le nom de la désagrégation sociale. On saura peut-être dans quelques jours quelles sont les raisons du massacre de ce collégien de l'Essonne. Mais c'est une totalité dans laquelle on est. J'ai appris que plus de 9 Français sur 10 jugent maintenant que l'insécurité a progressé dans le pays. Ils ont raison, ils se rendent compte. Dans le 13e arrondissement de Paris, ce n'est pas anodin ce que je vais vous raconter. Des trafiquants de drogue, des dealers, vous les appelez comme vous voulez, je m'en fous, pour mener comme ils le veulent leur trafic de drogue en toute tranquillité, ils ont arraché systématiquement les câbles d'alimentation des réverbères. Les riverains sont à bout. Il y a quasiment 200 mètres de voies devant chez eux qui ne sont plus éclairées. La nuit tombe sur ce quartier pour que le trafic puisse se dérouler tranquillement, sans aucune surveillance. Que dans un pays dit civilisé, qualifié de démocratie,
qui se prépare à organiser, j'en frémis, les Jeux olympiques, des trafiquants de drogue puissent, pour assurer la tranquillité et l'invisibilité de leur trafic, faire tomber tout un quartier dans la nuit criminelle, c'est dire à quel point le pouvoir policier, administratif, judiciaire, politique n'a plus la main sur rien, sur rien. Victor Hugo, déjà, quand il parlait de la délinquance, écrivait « Songez à l'éclairage des rues ». On revient à la délinquance du XIXe siècle, celle des ruelles qui n'étaient pas éclairées, celle de la nuit des délinquants, de la nuit du crime. On en revient à ça. C'est une totalité. Tout est lié. Le pouvoir n'a plus de pouvoir. Voilà la réalité. Voilà la vérité que toutes ces agressions contre nos jeunes disent. Le pouvoir n'a plus de pouvoir et le pouvoir a peut-être peur d'un autre pouvoir. Le pouvoir a peut-être peur d'un autre pouvoir. La preuve que le pouvoir n'a plus de pouvoir, c'est que, en ce qui concerne le trafic de drogue dans les prisons, l'État, qui est dans tous ses États, l'État se dit prêt à réduire les sanctions. Alors, les faits. Gérard Darmanin, Éric Dupond-Moretti, les touristes de la vie politique vont sur le terrain vanter, vous les avez vus, théâtralement, les opérations anti-stupéfiants, à l'efficacité du reste jugée tout à fait relative. En même temps, l'État prépare un plan visant à réduire les sanctions disciplinaires pour le trafic de drogue en prison. Et oui, les incidents se multiplient et l'administration pénitentiaire est incapable d'y répondre. L'État n'a plus d'État, faute de personnel suffisant pour appliquer les sanctions qu'on voudrait appliquer. Alors, comme on ne peut pas appliquer les sanctions que l'on doit appliquer, eh bien on décide de ne plus appliquer les sanctions. Mais comme il faut quand même qu'on applique une sanction, eh bien on change la sanction. On va remplacer les sanctions qui requièrent du personnel, les sanctions qui requièrent de l'autorité, les sanctions qui requièrent de la présence. On va les remplacer, ces sanctions, par une lettre d'excuse. Et oui, une lettre d'excuse. Le texte en préparation exclut l'ensemble dite des fautes du premier degré. C'est les fautes les plus graves, à l'exception des stupéfiants qui pourront faire l'objet d'une procédure alternative. J'adore ce vocabulaire, procédure alternative, c'est-à-dire à caractère essentiellement pédagogique. Bon, évidemment, les surveillants ont réagi, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Bientôt, la punition, quand des fautes disciplinaires seront commises, ça sera une partie de baby-foot, appelée la partie de baby-foot Dupond-Moretti disciplinaire. Il y a de quoi vraiment s'angoisser pour l'avenir de notre pays. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on n'est pas foutu? Tout le monde me dit, mais non. Il va y avoir un sursaut. Ouais, j'y crois. Je continue à y croire, voyez-vous. Je continue à croire que, quelque part, comme disait Jacques Lacan, quelque part, il va y avoir dans le recoin de l'histoire un homme qu'on ne connaît pas, peut-être, qui n'est pas encore apparu, qui sera capable de remettre de l'ordre dans ce pays qui me semble aujourd'hui dans un état bien catastrophique. Du nouveau dans ce qu'on a appelé le Feathergate. Cette semaine, on a appris, selon Politico, que les enquêteurs du parquet européen
ont repris l'enquête sur Ursula von der Leyen. Alors, on croyait que l'affaire était non pas enterrée, mais délaissée. Voilà. C'est une manière aussi de ne pas faire avancer les affaires judiciaires. On les met de côté, on les oublie. Bon. L'enquête, quand même si vous ne vous intéressez pas trop près aux questions européennes, ça vaut le coup. L'enquête porte sur l'ingérence dans les fonctions politiques, la destruction des SMS, les fameux SMS que j'avais demandé, je ne suis pas le seul bien évidemment, la corruption et le conflit d'intérêts, rien que cela. Le parquet européen, qui veut maintenant qu'il exister, pourrait en théorie saisir les téléphones et d'autres documents pertinents auprès des bureaux de la Commission européenne ou dans d'autres pays d'Europe, même s'il le fallait. Donc ça veut dire quand même que la plainte qui a été déposée contre Ursula von der Leyen, une plainte pénale, commence à avancer. Et puis la Hongrie, la Pologne se sont joints à la plainte, donc ça commence à faire beaucoup de monde. On attend. Il y a un parquet européen, on va voir si Ursula von der Leyen va glisser sur le parquet européen. On attend. Voilà, mes chers amis, pour cette semaine. On attend avec impatience la semaine prochaine. Merci d'être toujours aussi nombreux. Ça nous aide que vous nous rejoigniez parce que ça nous permet d'avoir des informations, ensuite de relayer nos informations et enfin de constituer une sorte de petits groupes très efficaces. Oui, parce qu'on a de plus en plus de ramifications, de liens et ça nous donne une force collective. Alors, n'oubliez pas bien sûr d'appuyer sur la petite cloche pour entrer dans la maison des râleurs chroniques qui ne s'accommodent pas de cette situation insupportable dans laquelle on est.